Une production Radio House. 68e C'est intéressant room. parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Ah, les si gens vous qui voulez. disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'ai des fait les gens listes à qui l'époque, faut on pas peut mettre de mettre tiret. des sérums de qualité. Vous êtes les Oui, bienvenus là, bonjour, à monter merci, sur hein, stage c'est pour. passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne ton- idée au bon moment. Ça fait longtemps. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire. Radio House. 89e épisode du pod.club où l'objectif était de parler de Deezer. Alors on va en parler de Deezer bien entendu si ça vous inspire. Vous pouvez dès maintenant lever la main pour parler de Deezer, mais une actualité est arrivée hier qui concerne quand même les podcasteurs, mais pas que. Et on va en parler rapidement, et puis on va parler d'autres choses aussi certainement dans cette room, et on vous invite ceux qui sont dans la room à monter, à lever la main pour n'importe quel sujet dont vous parlez, des questions, que ça soit sur la partie matérielle, la partie auteur, la partie, enfin voilà, écriture, ce que vous voulez. On va essayer de répondre à ces questions, si on peut, bien sûr, humblement et comme on le peut, sinon on vous renverra vers les bonnes personnes. Mais c'est donc cette Rodecaster Pro 2 qui vient de sortir avec quand même assez impressionnante, et je pense que nous avons un petit billet à acidulé de Monsieur Brulatour sur cette Rodecaster, peut-être, Monsieur Brulatour. Tu as ton micro qui est... Voilà. Ah non, il est au téléphone. Ah mais on va combler pendant que monsieur était au téléphone. Non, ça y est, il a raccroché. Ah, c'est pas possible parce que. Ah bah oui. Toujours... Non mais. Voilà, je reçois beaucoup de SMS et tout le monde m'appelle, et surtout au moment où il faut pas, quoi, tu vois. Ouais, c'est toujours Donc, pareil. non, c'est vraiment. C'est énervant. C'est à toi. Oui, donc, Jingle. Philippe, j'ai pas entendu ton interrogation qui doit être super intéressante, j'imagine. Non, Qui était, donc je disais simplement que nous attendions ton billet acidulé sur la Rodecaster. C'est un super outil, la Rodecaster. C'est un super outil parce que la première version qui a été mise sur le marché il y a maintenant quelques années a été mise sur le marché de façon très intelligente, avec de très belles photos. Et c'est ce qu'on dit souvent pour le podcast. Quand on a un beau visuel, généralement, 60% du travail, il est fait. Et je me souviens des premiers pads du premier modèle, on va dire, de la version 1 de cette Rodecaster, avec des photos qui étaient très engageantes. Et moi, ça avait réveillé chez moi une curiosité. Ce qui avait réveillé aussi la curiosité, c'était le fait de miniaturiser, on va dire, dans un rectangle de 30 cm par 30, de nombreuses fonctionnalités qui permettent de faire un peu, j'ai dit un peu, comme à la radio. Et c'est vrai que la première version de cette Rodecaster tient globalement ses promesses avec 4 ou 5 mixettes. On pourrait imaginer être dans une radio. Et puis le prix qui a fait la différence. C'est la première fois qu'un constructeur proposait une console de ce poids, de ce type, de cette dimension, pour un prix qui défiait toute concurrence, avec une solidité quasi à toute épreuve. Alors je ne dis pas qu'il faut l'échapper par terre pour voir si quelques secondes après elle fonctionne encore, mais on a affaire tout de même à un produit de haute qualité pour le prix. Et donc j'ai vu fleurir autour de moi de nombreuses Rodecaster. Alors c'est une sorte de courroie d'entraînement, si j'ose dire, Philippe, à partir du moment où il y a 2 ou 3 leaders d'opinion qui achètent un produit, ouais, il y a un phénomène de contamination, si j'ose dire. 2 bémols quand même, y compris d'ailleurs sur cette version 2 qui n'est pas encore sur le marché, pas encore tout à fait, elle le sera dans 20 jours ou 19 jours, me semble-t-il. Elle est déjà disponible entre guillemets en précommande. Avec Philippe vous le détaillera dans quelques instants. Quelques nouveautés comme par exemple le Wi-Fi, l'Ethernet qui font leur apparition. Le Bluetooth était déjà sur la première version. Mais 2 bémols quand même à cet outil. D'abord, pour celles et ceux qui sont amenés à enregistrer des interviews, c'est-à-dire proposer un podcast avec au moins 2 personnes, donc 2 micros, ça peut être intéressant. Celles et ceux qui veulent enregistrer un insert téléphonique ou un morceau de musique en direct, par exemple, ça peut être aussi intéressant. Par exemple, cette console, elle est idéale pour des podcasts d'entretien, avec 1, 2,
plus d'une personne, ça c'est certain, 2, 3 ou 4 ou 5 personnes. Si votre podcast consiste en un long monologue avec une insertion de fichiers sonores, c'est-à-dire un habillage, des bruitages, des extraits, ou même une interview qui est déjà réalisée, qui est présente sur un support en web ou en MP3, la console, je vais vous dire, messieurs, dames, n'a aucune utilité. Mieux vaut investir dans un bon logiciel de montage ou dans du stockage que dans une console. Si vous êtes seul, si vous vous positionnez comme un podcasteur qui travaille seul. Mieux vaut, selon moi, investir dans un bon logiciel de montage. Ensuite, la console, Philippe, c'est pas franchement un élément encombrant, j'en ai pas parlé en préambule, mais il faut quand même mettre les choses en perspective parce que c'est l'expérience qui parle. Si vous devez trimballer en parallèle 4 micros, 4 rallonges à micro, 4 pieds de micro, si vous devez trimballer avec ça une rallonge de l'alimentation, un petit laptop, ce qui est selon moi un pléonasme, un petit ordinateur portable ou le Saint-Frusquin qui va avec, tout ça prend du temps, va vous prendre de la place et donc de l'énergie. Donc, mettez les choses en perspective, ne pas se laisser berner par les couleurs, l'ergonomie, les fonctionnalités qui sont hyper nombreuses. Est-ce que j'en aurai l'utilité si je fais l'acquisition de cette console-là ? Le prix de départ, me semble-t-il, c'est $699. Donc là, j'ai pas le taux de conversion, mais on doit être à 620 €, fort probablement, 610 €, me semble-t-il, sur une console comme celle-ci, qui est donc en précommande. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable parce que c'est aussi ma fonction dans ce billet dit acidulé. C'est sympa, c'est un bel outil, mais la question qu'il faut toujours se poser, c'est celle-ci. Est-ce que j'aurai l'utilité de l'ensemble des fonctionnalités, et elles sont nombreuses, de plus en plus nombreuses, qui sont réunies de façon très compactée dans une boîte, on va dire, qui fait entre 30 et 30 cm. Donc voilà, c'est la question. C'est un peu lourd tout de même à transporter. Voilà, moi c'est les questions que je me pose, mais encore une fois, moi j'aurais tendance à privilégier un bon logiciel de montage et surtout un bon PC, un bon Mac qui tienne la route. Voilà, je suis plus certain, depuis que la digitalisation a pris le dessus ces dernières années, que les consoles sont véritablement nécessaires à la production d'un podcast. On peut d'ailleurs même, on vous l'a déjà dit, produire un podcast sur un iPhone. Alors c'est possible une fois, 2 fois. Si vous devez en produire 10 par semaine, ça va être très compliqué, certes, mais on peut produire à peu près tout et n'importe quoi aujourd'hui sur des surfaces digitalisées. Donc on ne peut pas d'un côté prêcher la digitalisation, la virtualisation au possible et parfois d'ailleurs à outrance, et puis de l'autre côté donner des coups de projecteur sur des produits qui sont sympathiques, et surtout pas chers, mais bon, il faut en avoir l'utilité. Ce que je vois pour terminer, Philippe, en 10 secondes, c'est que souvent c'est un gadget. Voilà. Ah oui, c'était moins que 10 secondes, ça. Oui, c'était moins de 10 secondes, mais ça reste quand même un gadget selon moi. Mais chacun a le droit de se faire plaisir. Gadget. En effet, je pense qu'il y a beaucoup de podcasteurs pour qui c'est pas forcément très utile. Le fait d'avoir un PC n'est pas obligatoire avec la Rodecaster, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de connecter un PC. On va connecter un PC simplement si on veut avoir des sons externes ou jouer par exemple des podcasts comme je fais là. Là, je suis sur, je suis pas sur la Rodecaster, je suis sur la Zoom P8. On veut jouer un podcast, on monte une tranche, ça permet quand même de pouvoir animer. Il y a quand même, c'est aussi quand on veut faire un podcast en situation de direct et qu'on veut lancer des sons. C'est pas facile d'un PC, tu peux pas le faire sur un PC comme ça, alors que sur une console, tu vas pouvoir lancer des sons même si tu es seul. C'est-à-dire tu vas pouvoir habiller ton podcast et faire de la production de ton podcast si tu prépares tes sons en amont et que tu sais quels sons tu vas jouer. Ça peut faire gagner du temps sur la post-production d'un podcast. Faut avoir un peu de l'entraînement, mais c'est tout à fait faisable. Et le gadget, c'est vrai que pour en avoir, j'ai vu moi des gadgets chinois de consoles de mixage audio qui sont vraiment des gadgets. Là, ça fait pas trop gadget, que ça soit la Rodecaster. Alors la Rodecaster Pro 1, la première,
Elle a un look assez sympa. Elle est quand même assez imposante par rapport à la Zoom P8. Et là, j'ai l'impression qu'ils l'ont réduite en dimension et en hauteur, surtout cette Rodecaster Pro 2. Mais je suis un peu d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté beaucoup de fonctionnalités. Mais des fonctionnalités qui, par exemple, moi je prends l'exemple de la Radio House, on a des stations, il y a des stations qui ont souvent des artistes qui viennent, des chanteurs, pour les connecter à la table. Alors des fois, les studios sont équipés déjà, mais si le studio n'est pas équipé ou si c'est des petites radios associatives qui veulent faire venir des chanteurs, cette console Rodecaster Pro 2, elle a cette capacité, déjà ils ont mis ce qu'on appelle vous savez, pour brancher les micros, on a plusieurs formats, le format XLR et le format gros jack et le mini jack, c'est ce que vous connaissez, pas pour ceux qui ont des iPhones puisqu'il n'y en a plus, mais c'est les connectiques petits jack classiques. Là, ils ont fait ce qu'on appelle des combos, c'est-à-dire qu'on peut mettre non seulement des XLR, mais en plus des gros jack au cul du camion, et donc ça permet quoi ? Ça permet de rentrer des instruments. Et là, là où ils ont été forts, c'est qu'ils ciblent bien sûr les podcasteurs, mais ils ciblent aussi les stations de radio et ils ciblent aussi les compositeurs et ceux qui ont des petits groupes, parce qu'on peut rentrer 4 instruments en gros jack et sans avoir, vous savez, en général on doit passer par des petites boîtes qui permettent, parce que souvent les guitares, quand on les branche sur une console, elles n'ont pas assez de niveau, et donc il faut avoir un petit boîtier qui rehausse le niveau et qui vous le resynchronise. Là, ils ont intégré tout ça sur les 4 entrées XLR ou gros jack. Et ils vont même plus loin, puisque sur la Rodecaster Pro, vous avez 6 faders. Donc vous savez, les faders, c'est les petits boutons qu'on monte et qu'on descend pour le son, pour monter le son ou le baisser. Donc ils ont mis 6 faders et ils ont rajouté 3 faders virtuels. Ça sert à quoi ? Alors le virtuel, c'est quoi ? C'est très simple. Par exemple, si vous voulez brancher un clavier à votre Rodecaster Pro, si vous voulez composer une musique et que vous voulez composer une musique, alors vous pouvez le faire sur votre ordinateur, mais là maintenant vous pouvez connecter en gros jack votre clavier dans la Rodecaster, créer ce qu'on appelle un fader virtuel, et à partir de là vous rentrez dans la Rodecaster en stéréo. Donc c'est un petit détail, mais qui est important pour certains. En fait, ils ont réuni beaucoup de fonctionnalités en effet qui intéresse différents profils, les youtubeurs, les compositeurs, les podcasteurs, et donc elle permet justement, si quelqu'un fait un podcast et quelqu'un vient avec une guitare et veut se connecter, de pouvoir le faire facilement. Et c'est pas forcément du gadget, parce que derrière il y a une vraie technologie, il y a un vrai savoir-faire, et puis sur un outil qui est quand même pro, Rode. Alors ils ont des micros qui sont un peu bas de gamme, qui sont pas chers et qui sont très grand public. Mais là on est sur déjà une console qui se rapproche un peu du ce qu'on appelle le broadcast, c'est-à-dire du matériel qui est fait pour être sans arrêt connecté, pour durer, et pour après on n'a pas plus de recul que 2 ans sur la Rodecaster Pro, mais les Rodecaster qu'on a nous depuis 2 ans, elles n'ont pas bougé, et pourtant elles ont pris un peu des coups. Donc c'est quand même du solide, et on sait que beaucoup de stations de radio ont acheté des Rodecaster Pro pour faire leur direct sur le terrain. Et on n'a jamais eu de mauvais retours sur cette Rodecaster Pro. Après, est-ce que la 2 sera pareille ? En tout cas, voilà. Et il y a d'autres petites fonctionnalités que je voulais préciser. On n'est pas là pour faire la pub de Rode. C'est simplement que c'est vraiment une actualité qui est vraiment à noter, parce que cette console, il y a des fonctionnalités qui sont ajoutées, notamment de pouvoir connecter 2 PC à la Rodecaster. Alors ça sert à quoi ? Imaginons que vous ayez, je sais pas moi, deux personnes en Zoom différentes que vous voulez appeler, vous connectez 2 PC et chacun est sur son Zoom, et vous les faites rentrer directement dans la Rodecaster comme s'ils étaient à côté de vous. Ou alors vous voulez jouer des sons différents ou des ambiances différentes en direct sur 2 players, sur 2 navigateurs internet. Vous avez 2 entrées en fait ordinateurs qui vont rentrer sur des potards différents, et ça vous permet de pouvoir jouer ça. Et autre fonctionnalité, alors il y a toujours le Bluetooth intégré et là ils ont fait ce que Rodecaster ne faisait pas, c'est-à-dire que vous savez, dans la console Rodecaster il n'y avait pas de Bluetooth Hi-Fi. Alors que dans la PodTrack P8, celle de Zoom, vous pouviez connecter, et c'est ce que j'utilise actuellement une PodTrack P8, et je suis en Bluetooth avec mon téléphone portable, c'est pour vous montrer un peu le fonctionnement de la room aussi.
eh bien, c'est une qualité hi-fi. C'est pas le même Bluetooth en fait. Et là maintenant, dans la Rodecaster Pro, ils ont rajouté le Bluetooth hi-fi. Et dernière fonctionnalité non notable, c'est la capacité à pouvoir aussi se connecter en Wi-Fi sur la Rodecaster Pro. Et ils ont rajouté une prise RJ45, donc Internet, où vous pouvez connecter directement la console à Internet, donc pour vous affranchir un peu de la connectivité Wi-Fi ou surtout d'un ordinateur, puisqu'on peut tout à fait utiliser cette console sans être connecté à un ordinateur. Et puis après, beaucoup de fonctionnalités et d'ajouts. Si, un truc aussi qui pour les youtubeurs, pour vous dire, voilà, ils touchent un peu tous les publics. Pour les youtubeurs, ils ont rajouté, vous savez, ces petits logiciels qui changent la voix en robot, en différentes... ils ont intégré ça directement dans la console aussi Rodecaster Pro 2, qui permet de pouvoir très facilement changer une voix, et pas non-seulement la voix d'un micro, mais aussi une entrée externe. C'est-à-dire que si vous voulez que votre entrée de musique ait un bruit d'extraterrestre, ça va changer en fait n'importe quelle source. Et vous pouvez changer la voix, le ton, l'intonation avec des presets déjà, ou alors rentrer dans les configurations. C'est souvent des logiciels qui sont disponibles sur PC uniquement. Vous savez, les logiciels comme VoiceMod. Je ne sais pas si vous connaissez VoiceMod, mais VoiceMod, c'est ça. Ça vous permet en fait de changer votre voix que sur votre enregistreur. Et là, intégré directement dans la Rodecaster. Donc voilà, donc c'est un outil quand même qui vaut le détour. Après, en effet, ça peut être gadget pour certains, ça peut être pas forcément très utile pour d'autres. Il y a la possibilité bien sûr de rajouter, mais comme dans toutes les consoles, des haut-parleurs externes et vous savez, qui s'arrête quand un micro commence à parler, pour pas qu'il y ait de ce qu'on appelle d'effet Larsen. Vous savez, quand on parle dans un micro et qu'il y a des haut-parleurs pas loin, ça fait un sifflement très agréable. Et puis voilà, on a fait le tour un peu de tout ce qui était possible et imaginable dans cette console, mais je voulais quand même en parler parce que c'est un peu l'actualité. Je sais pas si dans la room vous avez vu cette actu, si ça vous intéresse ou pas, et si vous voulez parler bien entendu de ça ou de Deezer, parce que l'objectif quand même de la room, c'était de parler un peu de Deezer et podcast, mais on s'est dit que Deezer, on allait vite arriver à la fin du sujet, sauf si certains dans la room ont une expérience de Deezer et le podcast, mais pour moi, Deezer et le podcast, c'est simplement une plateforme de distribution. Je sais Deezer a fait quand même beaucoup d'investissements dans les Deezer Originals, les podcasts exclusifs de Deezer. Mais c'est comme si, voilà, on parlait d'Apple Music. Apple Music, ils n'intègrent pas de podcast à l'intérieur. Ils ont une appli dédiée pour Apple qui est Apple Podcast. Deezer, ils ont mis un peu un tout en un, comme Spotify. Et c'est vrai que c'est intéressant. Je connais pas beaucoup de gens qui écoutent forcément beaucoup de podcasts sur Deezer. Ça fait partie de ces plateformes d'agrégation qui nous permettent d'avoir de la découvrabilité pour notre podcast. Mais à part ça, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à dire sur Deezer. Moi, je suis pas forcément un utilisateur. Donc, s'il y a des utilisateurs de Deezer dans la room qui veulent lever la main et qui veulent nous parler un peu de leur expérience sur Deezer ou de comment ils utilisent Deezer avec leur podcast, mais je suis pas sûr que ça soit forcément la première plateforme de référence pour le podcast, monsieur Brouillatour. Et je vois que Christophe lève la main. Oui, juste parce que j'ai le temps, mais bon... je vais y arriver. Deezer, c'est la musique, principalement. Donc, dans l'esprit des gens, la notoriété de Deezer renvoie à de l'écoute de musique en streaming. Il faut être un peu alambiqué pour y aller chercher du podcast. Voilà, c'est juste un avis, sauf si Deezer se dit un jour on va communiquer en mettant en avant le podcast. C'est vrai qu'il y a comment dirais-je, pas une sérigraphie, mais une marque, qu'on appelle les Deezer Original, semble-t-il. Moi, je suis pas certain que ce soit une voie royale pour écouter du podcast. Deezer, c'est la musique. Je pense que c'est l'ADN même de l'entreprise et que dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent, ça devrait rester quand même la musique.
c'est très bien si c'est on dirait, une potentialité supplémentaire, une possibilité supplémentaire que de faire connaître des podcasts. Je doute quand même de l'utilité de la chose. Et c'est une marque française, hein, me semble-t-il, Deezer, qui doit quand même se positionner sur un marché qui est ultra concurrentiel, hein, il faut quand même le dire. Ouais, c'est compliqué Sur aujourd'hui, hein, toutes les plateformes ouais. payantes. On voit que apparemment il y a une espèce d'élan qui dit, et surtout chez les jeunes qui veulent pas payer d'abonnement et qui préfèrent Mm. avoir de la pub plutôt que d'aller se payer un abonnement chez Deezer, Spotify ou Netflix maintenant d'ailleurs. Ouais, ouais. Moi, je pense que Deezer restera pendant longtemps encore le paradis de la musique, l'Eldorado de la musique. Et pour le coup, pour là découvrir des groupes et des artistes qui passent pas forcément en radio, je pense que Deezer a quand même une carte à jouer qui est non négligeable. Sur le podcast, ça me paraît ça me paraît être compliqué. D'ailleurs, je suis incapable de vous citer une ou deux productions qui se sont positionnées ces derniers mois avec le label estampillé Deezer original. Non, par contre, Spotify, oui, il y a eu des Ah ouais, gros, c'est pas. Ouais. des gros investissements. D'ailleurs, est-ce que c'est pas trop gros, mais c'est pas le sujet de la room. Spotify, Mm. c'est après le salon qu'on parlera de Spotify. Mais Spotify, oui, il y a quand même plus de choses à dire. On va accueillir Christophe qui voulait réagir. Salut Christophe. Si tu actives ton, voilà, Ouais, tu es ouais, avec nous. bon, Salut. ouais. Bonjour à tous. Bah, Deezer, en fait, pour moi, c'est juste une ligne des applications qui diffusent les podcasts dans mes stats. Et je pense qu'en fonction, j'ai vu dans le chat là quelqu'un qui disait ça représente 2% de mon audience, à peine 2%. Moi, c'est Ouais, 8%. Luc. Moi, c'est 8. Voilà, moi c'est 8%, je pense qu'il y en a, c'est beaucoup plus. Et Spotify, ouais, sur mon podcast, c'est à peine 6%. Et c'est Apple Podcast qui remporte la palme avec 55%, quoi. Donc c'est ce que vous disiez la semaine dernière. Voilà, il y a une vraie guerre des applications qui diffusent les podcasts. D'ailleurs, ce matin, j'ai reçu une news parce que moi, je suis sur la plateforme Acast pour diffuser mes podcasts Ah oui, j'ai vu. Ils arrêtent ouais, l'appli, ouais. et ils arrêtent leur appli. Et donc, voilà, ça veut dire quelque chose, c'est que c'est un marché aussi compliqué de ce côté-là, et qu'il va y avoir sûrement une guerre entre, je pense qu'Amazon va tirer son épingle du jeu, Spotify, bien sûr, Apple Podcast va aller loin devant, donc ça va être compliqué de le rattraper. Il y a toute la partie web, quand même. Moi, je vois sur Acast, je mets en frame dans un post, dans un article qui parle du podcast publié, le podcast qui permet d'être écouté sur la page sur le web. Et ça, aujourd'hui, ça fait pas loin de 20% d'audience. Alors, ça dépend effectivement de l'audience du site web, mais c'est un vrai plus, et je pense que les gens l'utilisent aussi. Ouais, alors c'est vrai que Luc dans le chat dit bah, oui, tout dépend de comment aussi on communique sur son podcast et ce qu'on met en avant sur son site web ou sur les réseaux sociaux et vers où on envoie. Mais pour lui, Spotify représente une grande partie de ses écoutes. Toi, c'est plus Apple Podcast. Alors on en parlait la semaine dernière. On disait que Apple Podcast, voilà, ça. C'est peut-être parce que est-ce que les fans de podcast, les auditeurs, ne sont pas plus équipés en Apple que en autres outils. Ça faisait partie des questionnements qu'on avait. C'est pas tout à fait ça qu'on a dit, Philippe. Je me permets parce que c'était très intéressant ce qu'on a dit. C'est pas tout à fait ça. On avait laissé entrevoir la possibilité sociologique, n'ayons pas peur de le dire, que les possesseurs de Mac étaient plus curieux que les propriétaires de PC. C'était ça, la démarche à la base. Moi, ce qui me posait un certain problème, parce que c'était catégorisé en fonction des outils et de l'environnement. Alors, il y avait un environnement iOS qui est peut-être plus disponible pour des gens qui vont de l'avant, qui sont curieux, qui apprennent tous les jours un peu plus, qui sont dans l'effort, etc. Et je dis pas que ceux qui évoluent sous Windows ou Android sont l'inverse, c'est pas ça. Mais force était de constater, d'ailleurs on le voit bien aujourd'hui, enfin quand on m'annonce 2% d'arrivée via par exemple Deezer en ce qui concerne le podcast, je me dis qu'effectivement par rapport à Apple Podcast, il y a encore du chemin à parcourir. Donc, Apple Podcast, c'est plus une façon d'être, une façon de penser, une mécanique de pensée qui est différente que sous Windows
ou que sous Android. Donc ça explique peut-être cela, j'imagine. Mais la semaine dernière, vous aviez, alors je crois que je me rappelle plus de son prénom, celui qui Raphaël Melki qui fait le podcast de Violet. C'est ouais, ça, c'est Raphaël. Ouais. Lui, il disait une chose très juste. Il y a la prime au premier entrant, qui est Apple Podcast. Ils ont démarré très très tôt. Ça a été les premiers. Et je pense que voilà, en termes d'usage, moi j'ai pas pu intervenir la semaine dernière. Et je pense qu'il y a vraiment la prime au premier entrant. Par contre, l'application Apple Podcast est nulle. Si vous regardez, moi c'est mon métier de regarder un peu toutes les applications mobiles autour de ce qui se passe au niveau du podcast. Il y en a très peu qui ont compris comment ça devait fonctionner, quoi. Lesquels pour toi, lesquels ont compris, c'est intéressant. Lesquels pour toi ont compris ce qu'il fallait faire? Elles sont pas françaises, elles sont US. C'est souvent des startups qui sont innovantes et qui ont une manière de proposer les flux de contenu intéressants. Bon, après ça dépend de l'usage que l'on en a. Enfin, il faut vraiment écouter l'utilisateur en fait pour essayer de trouver le bon parti pris. L'application de Google est pas trop mal faite, celle d'Amazon non plus, mais ils s'enferment tous dans des schémas assez similaires, quoi. Alors que je pense que l'utilisateur a besoin déjà de se retrouver dans sa liste, dans sa playlist de podcasts qu'il écoute. Moi, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'écoute beaucoup de podcasts tous les jours en travaillant, et quand vous en écoutez beaucoup, vous aimez avoir votre liste pour pouvoir la retrouver, retrouver un podcast que vous avez loupé et que vous voulez réécouter. Et tout ça, les applications ne savent pas faire en fait. Elles savent très mal le faire. Donc il y a du travail, mais ça va évoluer. Ça va évoluer avec les chiffres qu'on a. Qui prouvent que 15 millions de Français écoutent les podcasts chaque mois, 20% de plus qu'en 2020 sur 2021. C'est pas mal. Ouais, il y a encore du boulot à faire parce que ça ne représente que encore une infime partie de la population et le podcast est vraiment méconnu en France et on va essayer nous avec notre petit pouvoir de le faire un peu mieux connaître avec le lancement de Podcast Magazine, mais on est quand même loin des audiences que le podcast pourrait avoir après et pourtant le nombre de podcasts se multiplie par oui, mais là, 10 chaque semaine. C'est là encore un sujet qu'on a abordé sur votre site web. C'est qui met en avant les audiences et tout ça est mal conçu parce que c'est les radios c'est pas des vrais podcasts. Après, c'est les agences de com, il y a beaucoup de podcasteurs indépendants au final qui n'ont pas de visibilité et qui font des trucs qui font des trucs géniaux, quoi. Il y a des petites perles. C'est notre parti pris avec le pod jusqu'à maintenant et avec Podcast Magazine de mettre en avant les podcasteurs natifs comme on les appelle. Et pour aller dans ton sens, Christophe, quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai reçu un mail ce matin de Louis-Guillaume Calanca, qui est du podcast, vous savez, Chose à savoir, la marque Chose à savoir qui représente quand même beaucoup de millions d'auditeurs mensuels. Il est dans le top 5, je crois, au niveau de ses podcasts. C'est le premier en fait. C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, donc mais là, c'est des podcasts courts aussi, attention. Alors, c'est des podcasts de. Exactement. Et il m'a donné deux actus ce matin, puisque dans la WANI, alors la WANI c'est notre newsletter de Podcast Magazine, et vous pouvez aller sur podcastmagazine.fr pour vous abonner à la WANI. C'est notre newsletter hebdo où on parlait un peu de tout ça et on annonçait que la semaine dernière dans la WANI, en fait, Chose à savoir n'apparaissait plus dans le classement ACPM. Alors ACPM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le classement qui n'est pas un vrai classement, qui est simple, enfin qui est un classement, mais qui on ne classe que ceux qui payent. Or, depuis la semaine dernière, Chose à savoir ne fait plus partie du classement. Ils sont partis sur Megaphone, c'est ça? Et ils sont. Vous avez une instance de mesure au-dessus de la CPM, qui est une mesure européenne qui s'appelle l'IAB. Et l'IAB, elle fait le même boulot que la CPM, mais au niveau vraiment. Et donc, comment ils font, ils vont sur les serveurs et ils vont voir le nombre de téléchargements qu'il y a et est-ce que le podcast est écouté. Ça dépend des classements, mais l'IAB à cette notion-là. Et donc l'IAB, il a eu les chiffres de l'IAB dernièrement, il est à 5 millions d'écoutes par mois.
Et donc, il Ouais. est sorti de la Alors, CPM. Il est sorti de la CPM Ouais, parce que ça coûtait, d'abord, ça coûte cher, c'est je pense, entre 1000 et 1500 euros par mois, selon le nombre d'écoutes mensuelles qu'on a. C'est-à-dire, plus on a d'écoutes, plus c'est cher. ouais. Mais l'IAB, c'est l'Interactive Advertising Bureau, donc derrière, c'est le business de la publicité. Faut pas, voilà. C'est je pense C'est que la seule mesure qu'on puisse avoir et qui est soit une petite référence au niveau européen. Oui, c'est clair, ça a été créé dans les années 90, c'est certain, c'est certain. Mais moi, la question que je me pose au-delà de tout ça, qui pourrait d'ailleurs être l'objet d'un magazine entier, Vas-y, sur le sujet. lance-nous un challenge. Ouais, d'un magazine entier, c'est l'avenir d'un label indépendant qui regroupe en fait tous ces podcasteurs natifs qui font des choses de qualité. C'est comment on arrive à les faire connaître, comment on arrive à faire l'engagement à écouter le podcast, la rétention des utilisateurs à écouter ce podcast d'une manière régulière, et enfin la monétisation. Et en fait, tout ça me rappelle quoi, moi qui ai vécu ça dans mon métier, c'est le lancement de l'iPhone en 2007 et en 2008 le Store, où il y avait le même problème. C'est-à-dire, il y a des centaines de milliers de développeurs. Donc, les plus gros, les studios ont gagné la manche, très clairement. C'est eux qui ont gagné le plus de chiffre d'affaires et de visibilité sur cette plateforme et sur Android. Mais il y a eu quand même beaucoup de développeurs indépendants, beaucoup, y compris dans notre pays en France, qui ont gagné très, très largement leur vie parce que il y a eu le phénomène de rentrer dans le store d'Apple, d'être bien mis en avant. Et je pense que les podcasts ont besoin d'une telle plateforme, en tout cas d'un label qui puisse rivaliser avec tout ce que l'on voit et tout ce que l'on entend, quoi. Et ça, c'est important. Ouais, c'est un gros problème. J'espère que vous allez faire ça. Ouais, J'espère que vous allez faire ça. C'est un gros problème, la catégorie podcast natif. Ça, et on a dit, là, hier, je pense, j'étais avec un service de presse qui me contactait, qui découvrait aussi le podcast. Enfin, si, il connaissait le podcast radio, quoi. Et je lui ai dit, mais ça, c'est du replay. Ah oui, mais le podcast natif, c'est quoi? Bon, mais voilà, et on réexplique à chaque fois. Donc, en fait, il y a vraiment Après, la difficulté de ça, c'est de pouvoir intégrer ça dans le flux RSS si on veut vraiment que le classement soit fait. C'est comment est-ce que et le flux RSS, on peut pas le changer comme ça nativement parce qu'il n'y a pas cette indication qui est native de savoir si vous êtes un podcast natif et qu'est-ce qui définit un podcast natif réellement. La définition d'un podcast natif, c'est qu'il n'a pas été déjà diffusé sur une antenne, ce qu'on appelle linéaire. Le linéaire, c'est une station de radio. C'est une télévision et donc à partir du moment où ça n'a pas été diffusé, c'est considéré comme un podcast natif puisque la production de ce podcast natif n'est pas créée dans le cadre d'une émission de radio ou d'une émission de médias linéaires, mais elle est créée spécifiquement pour être ensuite exploitée sur le web pour de la consommation sous forme de téléchargement et non pas d'écoute linéaire. Mais c'est vrai que c'est compliqué de savoir parce qu'il y a aussi les radios qui maintenant font des podcasts natifs et Europe 1 Studio a un studio de production de podcasts natifs. Même les radios régionales. Oui, mais pas armes égales du coup. Pas armes égales. Exactement. Ouais, c'est toute la différence. Ils ont une équipe, ils ont la rédaction, ils ont la musique. Enfin, je serais curieux de voir le coût. En fait, s'ils mettaient dans des tableurs Excel le coût, ce que ça leur coûte, et voilà, et comment ils arrivent à gagner de l'argent là-dessus, par rapport à un podcasteur natif qui gagne pas d'argent du tout d'ailleurs pour le coup. Oui. Tout ça, c'est la construction d'un écosystème, hein, et le pod est une excellente initiative à ce sujet-là, et j'espère que votre magazine va enfoncer les clous, quoi. Voilà, c'est très bien. Ben en tout cas, on sait ce qu'on fait et notre ligne éditoriale est vraiment d'abord construite avec des podcasteurs et podcasteuses natifs et on tient justement à pouvoir faire de la découverte et pas forcément simplement de la communication parce que ce serait facile, hein, il suffit que on ouvre nos colonnes aux gros acteurs de la radio qui font des podcasts et c'est certain que
que là tout de suite ça change la donne, mais c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est au contraire de faire ça entre passionnés du podcast et du podcast natif, et puis de parler aussi de matériel, d'équipement, de trucs et astuces, de droits d'auteur. Si vous n'êtes pas inscrit à Cool, je vous invite à le faire. On parle pas mal là de droits d'auteur. Demain, on va vous passer un modèle de droits d'auteur pour vos podcasts si vous en avez besoin. Et on ne sait jamais, vous savez, il y a des procéduriers dans la vie qui sont pas très gentils. Et puis on parle de plein d'autres choses sur Cool. C'est le petit réseau vraiment interne à Podcast Magazine et donc au pod maintenant, puisque le pod se transforme et devient grand, et qu'on ouvre notre Kiss Kiss Bank Bank de prévente pour essayer de faire en sorte qu'il sorte en kiosque en octobre si on arrive à dépasser un certain nombre de préventes. Donc on va avoir besoin de tout le monde à partir de la semaine prochaine pour nous aider. Donc oui, on jouera le jeu en tout cas, Christophe, c'est l'objectif, et c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple, parce que c'est encore un milieu qui est en développement, le podcast, et puis on a aussi ce souci de la pénurie de papier qui nous a fait décaler le projet, qui fait que c'est un projet qui est vraiment envoûtant, engageant, et on sait qu'on va faire quelque chose de très sympa, mais il faut obligatoirement mettre un modèle économique en face, et le modèle économique, il est que si les gens en ont envie et nous font confiance sur le premier numéro pour après en avoir tous les 3 mois, et faire en sorte qu'on fasse un peu mieux découvrir le podcast en France, voire au-delà. Merci Christophe pour ton intervention. Je vois qu'il y a des petits réactions. L'IAB, oui, je pense que l'IAB doit être payant. Luc, tu poses la question. Et tu enregistres ton podcast sur Twitch, par définition, il n'est pas natif. Ah oui, tu fais un Twitch, c'est-à-dire que tu as un Twitch et tu enregistres ton audio et tu le mets après à disposition en podcast. Donc en fait, t'es comme un YouTuber qui ensuite utilise l'audio pour faire du replay. Donc c'est en effet, on appelle ça plutôt un replay. Un podcast natif, on va dire pur, je sais pas Christophe si tu es d'accord avec moi, c'est vraiment un podcast qui est écrit et réalisé, produit avec une véritable approche sonore qui n'est pas simplement un podcast d'entretien, même s'il y a beaucoup de podcasts d'entretien qui sont des podcasts natifs. Mais en effet, et c'est là la grande difficulté du podcast natif, c'est on a tous un peu une définition différente du podcast natif, et oui, ton podcast, il est sur Twitch, mais un podcasteur qui fait un podcast sur une Zoom ou sur une PodTrack P8 comme on a, donc ces consoles-là, et qui en même temps se filme en direct sur YouTube, est-ce que pour ça, il est plus podcasteur natif ? Là, on est vraiment sur quelque chose de très complexe à définir. Donc pour moi, si ton podcast il est créé, il est écrit comme un podcast et que ça soit filmé, c'est un podcast natif. Moi, j'ai tendance à dire qu'un podcast natif qui est vraiment le plus pur, c'est celui qui fait un gros travail sur la production sonore. Après, c'est pareil, France Culture a toujours fait des podcasts depuis toujours. Ils ont toujours fait des podcasts et ils ont toujours produit des émissions comme des podcasts, et ils les diffusent à l'antenne aussi, et c'est pas forcément en direct. Ils les préenregistrent avant, et ils font des productions qui sont fantastiques. Donc la difficulté, c'est que eux, ils ont des moyens colossaux pour faire des podcasts, là où les podcasteurs natifs ne les ont pas. Donc en fait, la définition du podcast natif, c'est pour ça que personne ne s'engage là-dessus. Nous, on a essayé un peu dans le pod à dire arrêtez les radios de parler de podcast natif quand vous faites un replay. Ça, je pense, c'est le moindre des choses, ce serait ça. Ce serait que les radios se disent
Comme en télé, hein. En télé, quand on parle de contenu qu'on réécoute, tout le monde parle de replay. Ça pose pas de problème. En radio, on parle pas de replay, on parle de podcast. Et c'est là où c'est vrai que c'est un peu ambigu. Déjà, si on peut enlever cette ambiguïté-là et dire à toutes les radios qui rediffusent ce qu'elles ont déjà produit et qui a déjà été financé en podcast s'appelle un replay, ça permettrait déjà d'éliminer un certain nombre d'ambiguïtés, je pense. Personne réagit ? Personne réagit. Ouais, si, moi je trouve que c'est... Excuse-moi Frédéric, mais je suis entièrement d'accord. Le truc que je me posais, par exemple, moi dans le cadre de mon podcast, j'ai démarré uniquement avec des histoires, donc là j'écris, je fais une recherche d'archives et j'intègre des témoignages vieux ou présents sur l'histoire. Donc là, il y a un vrai travail, ça dure des semaines. Il faut un studio, il faut faire un montage sonore, etc. Ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Et puis, au bout d'un an, j'ai commencé à faire des conversations, des interviews, où là, j'enregistre à cause du confinement avec des plateformes via le web. Pour pas le nommer, une super plateforme qui s'appelle Zencast, qui permet vraiment de faire un truc de qualité. Ouais, Zencastr, qui permet vraiment de faire des trucs de qualité. Mais voilà, c'est encore autre chose, quoi. On n'est plus dans un podcast narratif qui est écrit où on passe du temps. Là, c'est from scratch, c'est du one shot. On passe 40 à 60 minutes. Bon, on va après le repasser un petit peu au nettoyage en enlevant les en mettant un peu de musique. Mais c'est beaucoup plus rapide. Mais ça reste quand même un podcast. Oui, non, mais Frédéric, tu voulais réagir. Tout ce qui n'est pas broadcast est podcast par définition. Donc tout ce qui n'est pas utilisé dans un premier temps pour la radio au sens stricto sensu est un podcast et donc par voie de conséquence un podcast natif. Moi je suis toujours surpris qu'il faille toujours ajouter natif derrière podcast pour bien faire la différence. Donc selon moi un podcast c'est un produit audio qui a été fait par une personne indépendante ou même peut-être une radio, allez savoir, mais qui n'est pas destinée dans un premier temps au marché radiophonique, au marché broadcast. Voilà, ça c'est la différence. Donc un podcast dans un premier temps n'est pas destiné à être un produit broadcast. Il est seulement destiné à être déposé sur une plateforme pour qu'on puisse l'écouter. Ensuite, la limite va devenir extrêmement invisible dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, puisque les radios maintenant pensent non pas leur programme radio comme une émission de radio, mais d'abord comme un podcast avant de la penser comme une émission de radio. Tu vois, la subtilité, c'est ça qui a changé. Il y a 4 ou 5 ans, quand on voulait produire une émission de radio, on se posait des questions autour de la problématique ou des problématiques. On se posait pas trop de questions. Broadcast, voilà, mais on se disait, voilà, une émission, d'accord, à quelle heure, pour quel public, etc. etc. Toutes ces interrogations ont plutôt tendance à être mises un peu sur le côté ces dernières années par les radios qui se demandent d'abord et en priorité où est-ce que je vais pouvoir déposer cette émission, donc la proposer en replay, est-ce que le format, c'est-à-dire la durée, doit évoluer, changer, bouger pour qu'elle génère plus d'audience sur le numérique que sur le hertzien, par exemple. Ça, c'est des vraies questions aujourd'hui qu'on pose, mais qu'on ne se posait pas il y a encore 3-4 ans. Je crois qu'à Radio France, maintenant, on produit des émissions avec une optique un peu particulière, c'est celle-ci. D'abord, on pense podcast, et ensuite, on pense broadcast. Mais pour le distinguo, je crois qu'il est clair. Une émission... Le premier podcast de France, me semble-t-il, qui est le plus écouté, c'est l'émission de RTL, Les Grosses Têtes. Est-ce que c'est un podcast ? Bien sûr que non, c'est pas un podcast. C'est une rediffusion, donc on peut appeler ça un replay, si vous voulez, pour être à la mode, mais c'est une rediffusion. Le premier podcast indépendant, c'est Chose à savoir, me semble-t-il, et c'est notamment la série Culture Générale. Est-ce que c'est un podcast natif ? Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas destiné à la radio. On peut lui trouver une finalité sur un support broadcast si ça vous fait plaisir, si vous en avez besoin, envie. Vous pouvez lui trouver cette finalité-là, mais ça restera toujours un podcast. A contrario, l'émission de Grosses Têtes restera toujours une émission. Et effectivement, dans l'esprit du grand public, déjà que peu de gens savent donner une définition, regardez autour de vous. Peu de gens savent ce qu'est un podcast. Il faut pas s'enfoncer de porte ouverte. Vous voyez bien que ça souffre quand même d'un déficit d'image qui est quand même colossal encore. Alors, est-ce que on n'a pas besoin justement
ces replays radio pour démocratiser le podcast? La réponse est oui. Enfin, moi, c'est mon avis. Je pense que pour l'instant, faut pas trop chambouler la recette. Si l'émission des grosses têtes peut faire connaître le marché du podcast, tant mieux, profitons-en. Si d'autres personnalités du monde de la radio ou de la télévision peuvent faire une émission qui puisse être considérée comme un podcast, ben profitons-en, parce que la notoriété du podcast natif en bénéficiera et en profitera, ça c'est certain. Ouais, tout à fait. Donc, écoutez, très bien. On arrive à la fin de cette room. Si quelqu'un veut monter et lever et prendre la main avec plaisir, il nous reste 5 petites minutes. Et donc, on peut en parler longtemps de ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça bouge beaucoup dans le milieu du podcast. Que il y a aussi la bataille des plateformes. On l'a vu avec Louis Guillaume qui part d'Acast et qui va chez Megaphone. J'ai jamais testé Megaphone, je sais pas s'il y en a qui... Sauf erreur de ma part, Megaphone c'est Spotify. Je pense que oui. Bon. Et avec l'outil Chartable, qui lui-même appartient à Spotify, sauf erreur de ma part, vous allez me corriger si je me trompe, ça lui permet aussi d'avoir des éléments d'audience et de monétiser ensuite ses Tout à fait. podcasts. Ça appartient à Spotify depuis décembre 2021. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Novembre. C'est la raison pour laquelle Louis Guillaume, il est parti effectivement là-bas pour les raisons notamment que tu as évoquées tout à l'heure. Ouais. Jean-Philippe, bienvenue Jean-Philippe. Tu as ton micro de fermé, Jean-Philippe. Ça y est, pardon. Ouais. Bonjour, je voulais simplement vous indiquer que le ministère de la Culture a fait une étude sur le marché de la radio et des podcasts, qui est un dossier assez complet. Il date d'il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois. Ouais, je pense qu'il est toujours d'actualité et il souligne précisément qu'il faut faire la différence entre le replay et le podcast qui, par nature, est un podcast natif. Mais on abuse du mot podcast, mais là, vous l'avez déjà expliqué, je ne vais pas revenir dessus. Ouais, mais comment, enfin, il n'y a pas oui, alors broadcast, pour ceux qui sont pas forcément, c'est pas facile de savoir ce que veut dire broadcast. Broadcast, c'est donc un signal qui est envoyé à tous. C'est-à-dire qu'on part d'un studio ou d'un point d'émission et on va permettre à la population totale, dans la mesure où ils ont un récepteur, que ce soit en FM ou en DAB+, ou en TNT, par le biais du hertzien, de pouvoir recevoir ce signal. Donc c'est ça qu'on appelle le broadcast, comparé à toutes les autres formes de diffusion, et notamment le streaming, qui n'est pas broadcast, puisque pour accéder au streaming, il faut avoir un abonnement. Or, en broadcast, il n'y a pas besoin d'avoir d'abonnement, il faut simplement avoir un récepteur de radio et vous l'écoutez quand vous le voulez. Exactement. Tout le reste, c'est du webcast. Du webcast, on appelle ça de l'unicast. Il y a du multicast maintenant avec la télévision que vous recevez dans vos box. C'est du multicast, c'est-à-dire que vous avez un signal qui arrive à un endroit et qui est après multidiffusé en parallèle pour éviter de consommer trop de bandes passantes en amont. Donc il y a des systèmes comme ça qui existent, mais on est toujours sur la base d'un abonnement et sur la base d'une identification claire de qui écoute, quand il écoute et pourquoi il écoute. Alors pourquoi peut-être pas, mais alors que le broadcast est anonyme et on ne peut pas savoir combien de personnes réellement écoutent ce signal. Voilà vraiment la définition du broadcast par rapport au reste. Et donc si on fait en sorte que tous ces podcasts-là qui ont été diffusés en broadcast, on ne les appelle plus podcasts, on aura déjà gagné une bonne part c'est pas une bataille, mais on va dire, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire qu'on appelons un chat, et c'est ce qui se passe en télévision. Pourquoi ne le fait-on pas dans le milieu du podcast et de la radio ? Mais ça viendra aux États-Unis, ils ont plus ce problème-là depuis plusieurs mois. Il y a véritablement de grosses personnalités qui ne font que du podcast, qui n'ont d'ailleurs jamais mis les pieds dans un studio de radio ou de télévision, qui s'en portent pas plus mal d'ailleurs et qui sont devenus de véritables personnalités de ce milieu-là. Donc ça viendra en France et ces prochaines personnalités porteront ton message et le concrétiseront. Mais on est dans une société, Philippe, moi je le répète encore une fois, où on voudrait... à l'instant T, que tous nos vœux soient
réalisé d'un simple claquement de doigts ou d'un mouvement d'index. Ben non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, l'histoire, ça repose sur des cycles, mais vous verrez que dans 5, 10, 15 ans, les questions qu'on se pose aujourd'hui, on les posera plus, ou du moins pas de cette façon-là, elles seront pratiquement réglées, il faut l'espérer. Et je terminerai avec un dernier petit mot pour vous indiquer que si vous venez au Paris Radio Show, on va faire un petit jeu concours pour tous ceux qui passent au salon et qui veulent bien sûr y participer pour gagner notamment une console. C'est Zoom qui nous fait le plaisir d'offrir non seulement une console PodTrack P8, mais aussi... C'est un beau cadeau ça. Mais aussi avec un pack qui s'appelle le ZDM1 et qui constitue un micro et un casque Zoom. Donc vous avez non seulement la console mais aussi le micro et le casque, valeur à peu près de 700 € au total. TTC et on en fait gagner un exemplaire au salon pour ceux qui seront présents et c'est après un super cadeau, ça. Ouais, on est très contents qu'ils offrent ce cadeau, donc on va communiquer dessus très bientôt pour que ceux qui veulent participer puissent participer en ligne, et puis ensuite bien sûr il faut être présent au tirage au sort le vendredi à 16h au Paris Radio Show pour pouvoir gagner ce beau cadeau offert par C'est une P8 ? C'est une P8, c'est 4 entrées micro. C'est la principale concurrente de la Rodecaster, quoi. Oui, et elle avait des fonctionnalités un peu plus sympa que la Rodecaster Pro. Là, avec la Rodecaster Pro 2, enfin Rode a déjà quand même pas mal d'avance et ils ont fait un produit qui dépasse grandement la Zoom P8. Mais moi, je vous avoue que pour faire mes lives et pour trimballer une console, la PodTrack P8 est vraiment très sympa parce qu'elle est beaucoup plus petite. Et en plus, on peut mettre des piles avec une autonomie d'une heure et demie. Hein. Ouais. Bravo, super cadeau. Ouais. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine en direct de la scène musicale où on fera ce live. Donc Frédéric sera peut-être avec un micro de Zoom et une PodTrack P8 qui seront déjà sur le salon, et on vous racontera un peu ce qui se passe au salon, et puis on parlera bien sûr de podcasts, d'actualités et de tout ce dont on va parler aussi au salon. On fera un peu un 360 sur les conférences dédiées au podcast, puisqu'il y en a beaucoup, il y en a 11 dédiées au podcast, et bien sûr il y a des exposants, il y a du matériel, il y a un studio Podcast Magazine où vous allez pouvoir venir tester les consoles Rode, Zoom, même une autre console que vous pourrez tester avec différents micros aussi qui nous sont prêtés. Et ceux qui font partie de Cool auront une offre aussi un peu spéciale, c'est-à-dire qu'on a des PodTrack P8 qui seront dans les salles, et si vous ne gagnez pas la PodTrack P8 au tirage au sort, il y a 4 consoles qui vont être vendues après le salon, puisqu'on utilise ces PodTrack P8 dans chacune des salles pour enregistrer toutes les conférences et toutes les sessions. Et en fait, Zoom les vend 100 € moins cher du prix public. Donc, si jamais certains sont intéressés pour acquérir des consoles moins chères que ce que vous pouvez trouver sur Internet, ça sera aussi possible. Il y en aura 4 qui seront possibles à acheter. Voilà, si jamais ça en intéresse certains. Direction Paris Radio Show 2 et 3 juin. Bon, pas que pour ça, hein, il y a plein d'autres choses, et puis on fait des meet-up, vous allez voir, ça va être très très sympa, et on va rencontrer plein de gens. Merci Étienne, Christophe, Jean-Philippe, Frédéric, et puis les autres personnes de la room. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Bossez bien, à la semaine prochaine. Ciao. Radio House. 68e. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Les gens qui disent non, faut mettre un oui, mais tiret, j'ai fait les rips, il faut pas mettre de tiret. sérum de qualité. Vous êtes les bienvenus Bonjour, à monter merci, sur stage c'est pour... passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne bonjour. idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire.